Bonjour à tous, vous écoutez le podcast Expérience 4.0, 25e épisode aujourd'hui et on parle d'intelligence artificielle. Je reçois Jonathan Brodeur et Stéphane Gazaille de MILA, l'Institut québécois de recherche en intelligence artificielle. Donc un privilège là, de recevoir sur le podcast aujourd'hui et discuter d'IA, d'adoption de l'IA dans nos PME innovantes, de quelle façon ça fonctionne, qu'est-ce qu'est l'IA également. On en a déjà discuté, mais je pense que ça va être intéressant d'avoir d'autres points de vue et aussi peut-être des études de cas un peu plus discuter sur le podcast. Donc encore une fois, ça va être super intéressant. Sur ça, je vous dis bonne écoute, bon podcast. Vous écoutez Expérience 4.0, le podcast sur la transformation numérique pour améliorer votre expérience client. Jonathan, Stéphane, bienvenue à Expérience 4.0. Merci. Donc, bien content là, que vous participez à cet épisode-là pour démystifier l'intelligence artificielle. Un buzzword, hein, je pense que on va pas se le cacher, là, c'est quand même le mot de l'heure aujourd'hui. Là, on parle de l'IA partout, on veut l'adopter, on ne sait pas nécessairement de quelle façon des fois. Fait que ça va être intéressant d'en parler aujourd'hui. Vous représentez là, les deux MILA, qui est l'Institut québécois, l'Institut québécois en fait, de recherche en intelligence artificielle. Quand même un gros centre de recherche. On va pouvoir en discuter davantage. Puis avant de sauter un petit peu plus, à définir, qu'est-ce qui est MILA, qu'est-ce qui est l'intelligence artificielle, de quelle façon on l'adopte. J'aimerais ça vous présenter un peu plus à notre auditoire, là, savoir un peu qui on a comme expert autour de la table. Donc, Jonathan, commençons par toi. Tu as déjà fait partie d'Expérience 4.0 sous un autre chapeau avec le CEI de Montréal, comme tu es comme expert, un peu justement en transformation numérique. Tu es ingénieur de formation, tu possèdes désormais, puis félicitations, là, enfin le doctorat en gestion de la transformation numérique 4.0 pour principalement les entreprises industrielles manufacturières. Puis là, maintenant, tu travailles depuis 10 ans dans cette industrie-là. Tu as rejoint MILA récemment. Parle-nous un petit peu plus de cette arrivée-là chez MILA, ton rôle actuellement au sein de l'entreprise. Oui, mon rôle chez MILA, je suis conseiller principal en adoption de l'IA. Donc, mon rôle est vraiment d'accompagner des PME dans l'adoption de l'intelligence artificielle, donc dans la mise en place d'un premier projet de Deep Learning et de les aider à naviguer au travers de l'écosystème québécois pour les aider à mettre en place des solutions, à les adopter, à développer puis des nouvelles compétences dans le domaine. Fait que tu amènes un petit peu quand même le chapeau que tu avais au CEI, Centré IA. Centré IA, exact. Donc, cette expertise-là que tu as développée au sein des dernières années, tu peux l'appliquer maintenant dans le domaine de l'IA. Très intéressant. Content de t'avoir sur le podcast. Jonathan, à nouveau. Stéphane, de ton côté, première fois sur le podcast. Donc, bienvenue. Merci. Bienvenue. Ingénieur de formation, tu possèdes une maîtrise en traitement automatique du langage naturel. Bien intéressant. J'ai hâte d'en apprendre plus parce que je ne pourrais pas dire je ne pourrais pas t'en dire plus de ce côté-là. Tu as rejoint MILA également. On considère data scientist, si on veut, là, au sein de MILA. Donc, on pourrait, pour rendre ça simple, tu es data scientist chez MILA. On pourrait dire ça. Ouais, excellent. Donc, parle-moi un petit peu plus de toi, de ton rôle concret là, à travers les projets et tout. À quoi ressemble ton expertise? Oui, donc moi, chez MILA, j'ai un rôle un peu plus technique. Donc, dans le processus d'aide aux entreprises, donc quand on essaie d'activer l'intelligence artificielle chez les entreprises, il y a une phase des projets où on fait une démonstration technique, c'est-à-dire on entraîne une intelligence artificielle ou on en crée une pour montrer le potentiel de valeur ajoutée à la compagnie. Et puis moi, je suis une des personnes qui crée cette démonstration-là, donc qui code et qui entraîne le modèle. Donc, le bon data scientist qu'on connaît aujourd'hui, c'est bien toi. C'est une des tâches. Puis le conseiller, Jonathan, qui est là pour conseiller dans un premier temps les entreprises, va apprendre ce virage-là, à l'adopter, puis les concepts aussi qui entourent l'intelligence artificielle aussi, qui ne sont pas négligés. Là. Oui, ça, comprendre les concepts, comprendre les étapes, comprendre les bonnes pratiques pour justement comment que l'entreprise comprenne que ce n'est pas juste un bout de code. Vraiment, il y a plusieurs éléments fondamentaux que l'entreprise doit mettre en place, qu'elle doit adopter si elle veut assurer un succès de son projet. Par après, la dernière chose qu'on veut, c'est que Stéphane fasse un bout de code et que ça reste sur une étagère. 100%. Donc, un ne va pas sans l'autre. Au final, c'est bien de le comprendre et de l'adopter dans un premier temps. Puis c'est le fun, on va en parler aujourd'hui, mais après, c'est aussi de l'appliquer
puis de savoir de quelle façon aussi il s'applique. Toujours le fun aussi de comprendre le technique au fond des choses. Là. C'est quand même intéressant de vous avoir les deux. Parlons de Mila. Puis là, je sais que c'est ça. Pour même ceux qui nous entendent, qui nous écoutent, on dit de Mila, du Mila, à Mila. Puis j'ai été briefé aussi un petit peu avant le podcast. Là, je ne vais pas mentir. On dit de Mila et du Mila. On dit de Mila parce que Mila est rendu un nom propre, en fait. Donc, c'est vraiment... Il faut prendre ça comme de Lacoste, de Bombardier, de Google, peu importe. C'est un nom propre, ce n'est plus un peu un acronyme. Donc, il faut dire de Mila. Excellent. Donc, vous travaillez à Mila. Oui. Puis là, on va parler de Mila. Je l'ai bien dit à ce niveau-là. Mila regroupe une centaine de professeurs et plus de 1000 chercheurs. C'est un gros centre de recherche, collabore avec plusieurs universités. C'est québécois, oui, mais sont quand même sur l'échelle internationale. Vous êtes sur l'échelle internationale, mine de rien, c'est quand même pas à négliger. Puis vous m'en parlez un petit peu plus de qu'est-ce qui est Mila et son implication, si on veut, dans la recherche de l'intelligence artificielle, oui, de façon locale, mais dans le monde. Oui, bien en gros, Mila, c'est le plus grand centre de recherche académique en apprentissage profond au monde. Donc, je vais insister sur les mots académique, parce que Google a sûrement un centre de recherche en apprentissage profond plus gros que nous autres, mais il est privé. Et on va insister sur l'apprentissage profond, ou en bon français, en deep learning. Donc, l'intelligence artificielle a plusieurs volets. Il y a du machine learning traditionnel. Le deep learning est une sous-section de ça. On peut avoir de la recherche opérationnelle. On peut avoir des systèmes à base d'agents. Donc, dans le volet deep learning, qui a été pionnier par Yoshua Bengio, on est le plus grand centre de recherche au monde. Et comme tu dis, on est une centaine de professeurs à travers vers le monde. Environ 1000 chercheurs qui sont des étudiants. Donc, des étudiants de maîtrise, de doctorat, des post-docs, qui travaillent vers sur faire avancer la recherche dans le domaine. Et 125, je pense qu'on est rendu employés permanents qui travaillent à créer des projets avec des entreprises, à s'impliquer au niveau social, au niveau éthique de l'IA, à monter des partenariats et à faire vivre l'écosystème d'intelligence artificielle au Québec. Donc, on est vraiment rendu assez gros à ce niveau-là. Et tu l'as dit, on touche à plusieurs éléments. Donc, on a un premier volet, c'est l'éducation, c'est la recherche. On n'aurait pas autant d'étudiants, on n'aurait pas autant de professeurs avec nous si on n'avait pas un gros focus là-dessus. Notre but est de faire avancer la recherche en deep learning. C'est également de former la main-d'œuvre de demain dans le domaine. On a également un gros volet au niveau des projets sociaux. Donc, tout ce qui est notre département IA pour l'humanité. Donc, on va faire des projets au niveau environnemental. On va faire des projets au niveau social. On va monter des comités d'éthique pour assurer une utilisation éthique et responsable de l'intelligence artificielle. Donc, on a un gros volet là-dessus, ce qu'on s'implique avec des organisations, des gouvernements au niveau fédéral, provincial, national, municipal, pour assurer justement une utilisation éthique à ce niveau-là. Et on a finalement un volet partenariat projet appliqué. OK. Ou à l'intérieur de ça, on peut avoir des entreprises qui vont être des partenaires de Mila dans un contexte où ils vont pouvoir faire du recrutement des étudiants, monter des projets avec les professeurs, donc des partenariats un peu plus académiques. Mais également, on a 2 volets de projets appliqués où on a AMLRT, donc Applied Machine Learning Research Team, qui sont une équipe de data scientists comme la nôtre, qui font des projets long terme, donc des gros projets de 12 à 18 mois. Et plus récemment, depuis cet été, le programme Activation IA, qui est pour des projets de démonstration et de preuve de concept de 2 à 4 mois, qui, dans le fond, le programme pour lequel on va travailler, et qui vise un peu plus les PME et les organisations qui ne sont pas encore vraiment dans l'intelligence artificielle, donc des entreprises manufacturières, dans le domaine agricole, dans certains volets de la santé et de l'éducation. Donc, on essaye vraiment d'amener ces organisations-là à activer leur intérêt pour l'intelligence artificielle. C'est intéressant. C'est comme un peu donner les outils nécessaires à une PME qui a envie d'adopter l'intelligence artificielle. Ou des fois, peut-être qu'ils ont un besoin qu'ils ne savent pas qui est de nature d'intelligence artificielle. Puis vous les aidez tout simplement à les prendre. Vous avez une équipe, non seulement de chercheurs, mais de data scientists à l'interne. Tu l'as mentionné d'un point de vue projet appliqué,
pour être capable de les amener en dedans de 4 mois à au moins un début. Ouais. C'est difficile d'amener un projet, une machine de guerre parfaitement, qui roule parfaitement en 4 mois, mais au moins, c'est déjà une très, très... on parle d'adoption, c'est un peu, c'est directement là. C'est directement lié. Ça peut être aussi une PME qui a juste des idées. Elle a une idée, elle peut avoir une problématique qu'elle essaye de régler et que peut-être que l'intelligence artificielle est une solution, ou ça peut être qu'elle a une idée. Elle a déjà identifié une problématique chez elle ou dans son secteur et elle se dit, est-ce que ça se fait? Est-ce que l'intelligence artificielle et plus précisément le deep learning peut m'aider? Mm-hmm. Donc, du moment que l'entreprise a un intérêt, on peut discuter avec elle, on peut évaluer en premier, bon, est-ce que c'est un projet de deep learning? Est-ce que c'est un projet de machine learning? Est-ce que, finalement, oui, c'est l'intelligence artificielle de façon générale qui s'applique? On en a qui nous arrivent avec des projets, on regarde ça, on se dit, mais en fait, tu as un projet de processus à faire. Ouais. Tu as un projet de Lean. Ouais. Lean, tu n'es pas du tout dans un contexte d'intelligence artificielle. D'autres, c'est un projet de valorisation de données. Donc, ce qu'on fait, c'est que du moment que la PME a une idée, elle peut discuter avec nous autres, voir, et nous, on va être en mesure d'évaluer sur la problématique, sur le besoin. Est-ce qu'il y a un projet? Est-ce que, justement, le deep learning fonctionne? Et là, on peut impliquer un data scientist comme Stéphane qui va être en mesure de creuser un peu plus avec la PME, de dire, bon, voilà un petit peu quel style de technique. Et on va venir dérisquer le projet, on va venir explorer dans les dizaines, c'est pas les centaines de techniques de deep learning qui existent, lesquelles qui fitteraient le mieux dans le projet, afin justement de permettre de débloquer ce projet-là. Quand on a fini, bien, la PME est en mesure de pouvoir poursuivre son projet, est en mesure de reprendre la balle et d'aller plus loin. La solution a été identifiée. C'est intéressant. Oui, j'aimerais ajouter que des fois, on se rend compte que ce n'est pas un projet d'intelligence artificielle ou d'apprentissage automatisé. Et puis, quand ça arrive, on a aussi des contacts à Montréal ou les compagnies vers lesquelles rediriger la compagnie. Ou des fois, la compagnie ou l'organisation est simplement pas prête. Il y a des étapes à faire avant. Et là aussi, il y a des joueurs qui peuvent aider vers lesquels on va rediriger. Donc, c'est aussi une partie importante du service qui est offert par l'équipe d'activation parce que c'est pas tous les projets qui sont l'apprentissage automatisé ou qui sont prêts à être lancés. Et ça fait partie de l'accompagnement, de rediriger vers ces services-là, de faire comprendre le processus entier. Mais c'est intéressant ça, parce que vous ne venez pas nécessairement juste une organisation qui accueille et qui dit « Ah, c'est IA, oui, non, on tranche, puis arrangez-vous par vous-même. » Vous êtes là pour les accompagner aussi dans le projet en soi, dans sa globalité. Puis après, de trouver justement ce mariage-là. Vous l'avez dit, vous avez des partenariats. J'imagine qu'il y a des entreprises privées, même au niveau de l'application de certaines formes d'intelligence artificielle ou de projets à développer qui peuvent venir appuyer un peu la suite des choses aussi avec vous là-dedans. Donc, j'imagine que ça fait aussi partie un peu de votre écosystème de partenaires. Exactement. Ça peut être dans un contexte dépendamment du projet que, bon, on identifie un projet de jeune intelligence artificielle avec une PME. On fait le débroussaillage avec Stéphane, on détermine les algorithmes, on détermine de quoi devrait avoir l'air le jeu de données. Et ensuite, en faisant l'évaluation avec la PME, on se rend compte, tu n'as pas encore les données qu'il te faut. Tu as peut-être un projet d'acquisition de données à faire. Et ça pourrait être une PME manufacturière, mais dans un contexte comme ça, on va rediriger vers un Digifab ou un centre d'expertise industrielle de Montréal pour qu'ils puissent mettre en place dans leur roadmap leur projet d'acquisition de données, qui puissent commencer à acquérir les bonnes données pour un projet d'IA. Donc, tout soit déjà bien structuré. Et par après, comme on a déjà fait un premier développement de l'algorithme, lorsque eux sont prêts, on peut rediriger après ça vers un Vuban, un MoveAI, un IVADO Lab ou un Vidance qui, eux, font le développement de l'application par après. Donc, au travers du projet, on a pu identifier qu'est-ce que la PME a de besoin en amont, qu'est-ce qu'elle a de besoin par après. On met en contact, on dirige et est en mesure d'avoir un projet complet par après. Vraiment intéressant. On donne les données en exemple parce que c'est le classique. En général, les organisations viennent nous voir, puis c'est un peu... même sans expert, c'est quelque chose que certaines personnes vont lire dans les journaux, que la donnée, c'est le nerf de la guerre pour l'intelligence artificielle et tout ça. Mais
le travail de traitement qui doit être fait avant que ça puisse être utilisable est souvent significatif. Oui. Et puis, c'est souvent la première surprise. Ouais, Oui, mais on a plein de données, il doit y avoir quelque chose à faire avec ça. Oui, mais il va falloir les masser puis en prendre soin avant de pouvoir les utiliser. Il y a un petit nettoyage peut-être à être fait aussi dans un premier temps. Un petit nettoyage, un petit formatage, mais c'est pas parce que la PME n'a peut-être pas nécessairement les données prêtes à faire de l'IA qu'on peut pas faire de projet avec eux. Non, 100%. C'est Donc, sûr qu'il y a des choses à être faites aussi. Il y a des projets, des fois qui peuvent être faits avec des données publiques. Donc, Mm-hmm. on peut très bien arriver à dire, la problématique de la PME, très bien, OK, disons une problématique qui implique de la vibration sur des équipements. On pourrait très bien, tu accumules de la donnée peut-être depuis 2-3 mois, c'est pas assez. Mais j'ai trouvé un jeu de données de Bosch en Allemagne et de BMW qui ont analysé de la vibration pendant 5 ans pour identifier des arrêts machines, pour identifier des problématiques, des anomalies. On va vérifier quel modèle de deep learning fitterait avec des données de vibration, peut-être pour une détection d'anomalies, en prenant ce jeu de données-là, et on va pouvoir faire des recommandations sur comment c'était ton jeu de données par après, pour justement que l'application puisse être utilisée, mais au moins, on va pouvoir faire un projet. Ouais, on peut quand même faire le premier pas vers la démarche. L'exploration va être faite, la validation de quel style d'algorithme va être fait. Et par après, les recommandations qu'on va pouvoir faire vont être au début sur le jeu de données. Donc, on va pouvoir donner des devoirs, mettre en relation avec les bonnes personnes. Et ensuite, ils vont pouvoir faire l'acquisition qu'ils ont besoin en sachant très bien que dans un an, le projet qu'ils ont fait avec Mila, ils vont pouvoir l'appliquer puis l'amener un peu plus loin. C'est un bon point. En fait, l'utilisation des données publiques, comme ça, c'est un des critères de sélection des projets dans le programme d'activation de l'IA. Il y a d'autres programmes pour lesquels on ne se soucie pas vraiment d'avoir des données publiques, mais dans activation, c'est très important pour nous parce que c'est des projets courte durée et on vise surtout les petites entreprises, les PME. Et puis, donc, les PME, il y a moins d'employés, donc ça affecte moins de personnes que, disons, si on faisait un projet pour IBM. Mais la façon qu'on arrive à tirer plus de valeur de ces projets-là, c'est en faisant des projets qui sont publics. Et donc, on met le code source, donc les programmes qui ont été écrits, on donne accès gratuitement à qui le demande et ils sont utilisables avec des données qui sont aussi gratuitement utilisables à qui les demande. Et ça, ce que ça permet de faire, c'est ensuite, quand il y a d'autres PME qui viennent nous voir avec des problèmes similaires, on peut réutiliser les preuves de concept qui ont été faites, les démonstrations. Alors, l'utilisation des données publiques est assez importante dans ces projets-là pour permettre la multiplication de la valeur ajoutée en allant d'une compagnie à l'autre et en leur montrant comment réutiliser du code source, des programmes qui sont disponibles gratuitement. Parce que c'est très courant en intelligence artificielle qu'il y a des outils gratuits disponibles qu'on a seulement à télécharger et à savoir utiliser. Et puis, c'est là que nous, on apporte quelque chose. C'est qu'on donne un exemple très pratique sur une problématique d'affaires des PME. Bien, voici comment utiliser ces outils-là pour vos données. Exact. D'être quand même assez précis dans la demande, précise également de l'entreprise. Ça, c'est intéressant. Puis, avant aussi d'aller plus loin, j'ai quand même quelques questions, puis on va pouvoir parler d'adoption, puis même des bonnes pratiques, parce que j'ai aimé là, où est-ce qu'on est plongé dedans. Jonathan, entre autres, puis tu l'as mentionné également, Stéphane, peut-être en d'autres mots, tout ce qui est machine learning, deep learning, pour notre auditoire ou des entreprises, des fois, qui nous écoutent, qui ne connaissent pas nécessairement la définition de ces termes-là. Puis vous, comme en termes simples, les définir de votre côté, vous qui sont experts, là? Oui. Donc, il n'y a pas tout à fait ce qu'on appellerait un consensus. C'est rarement le cas. Disons, il y en a encore qui ne s'entendent pas. Donc, les définitions que je vais donner, c'est ceux que moi, je vois le plus souvent et avec lesquels je suis d'accord. Donc, l'intelligence artificielle, une définition courante, c'est n'importe quel système qui accomplit une tâche relativement complexe automatiquement. Et puis, la façon que ça peut être fait, c'est très large.
Donc, ça peut être des experts qui s'assoient et qui définissent des règles. Dans tel cas, il doit arriver ici, dans tel cas, il doit arriver ça. Et puis, ça, on va appeler ça un système expert, par exemple. Et puis, ça rencontre pour la plupart des gens la définition d'une intelligence artificielle. Dans toutes les façons de faire l'intelligence artificielle, il y aurait comme un sous-ensemble de façons de faire l'intelligence artificielle où la machine apprend elle-même les règles. Alors, quand la machine apprend elle-même les règles, là, on commence à parler d'apprentissage automatique. Et puis ça fonctionne en général en montrant des exemples à l'ordinateur. On y montre un exemple de traduction. Les gens sont généralement familiers avec Google Translate. Alors, on montre un exemple. Voici une phrase en français et voici la traduction en anglais. Alors là, si tu montres des milliers, des milliards d'exemples à un ordinateur comme ça, il y a des algorithmes, il y a des recettes mathématiques qui permettent à l'ordinateur d'apprendre les règles. OK. Bon. Et puis ça, c'est l'apprentissage automatique. Puis là, quand on parle d'apprentissage profond, le fameux deep learning, là, c'est encore plus touché comme définition, mais en règle générale, c'est plus une question de quantité. Si l'intelligence artificielle est plus grosse, elle a plus de paramètres, on peut vraiment les voir comme des fonctions mathématiques. Vous vous rappelez peut-être mx plus b à l'école, ces affaires-là. Donc, s'il y a beaucoup de m, puis de x, puis de b, s'il y en a des millions, des milliards, c'est un gros modèle, c'est une grosse fonction. Et puis, quand on parle d'apprentissage profond, souvent, ce que ça veut dire, c'est que le modèle est très gros, très volumineux, des fois des gigabytes sur l'ordinateur. Et on lui a montré aussi des millions et des milliards d'exemples. Okay. Alors, la distinction entre apprentissage automatique et apprentissage profond, elle est encore plus floue parce que c'est pratiquement une question de quantité. OK. C'est plus là où ça joue entre le machine learning et le deep learning. C'est vraiment, après, une question de profondeur dans la quantité. Dans la complexité. Et puis, on peut regarder un schéma de quoi a l'air le modèle, de quoi a l'air l'intelligence artificielle. Et puis souvent, ce qui va arriver, c'est que c'est ça. Ils vont être plus gros et puis ils vont avoir plus de couches. Souvent, c'est fait par couches. OK. C'est intéressant quand même. C'est bien, honnêtement, c'est bien vulgarisé, Stéphane. Même moi, ça va me permettre de mieux l'expliquer aux prochaines personnes. Oui, c'est comme une façon de voir qu'un professeur m'avait expliqué, c'est que si, disons, la différence entre machine learning et deep learning, si tu regardes une grille de données et que toi, en tant qu'humain, tu es en mesure de comprendre rapidement le pattern, le machine learning va être capable. Mais si ta grille de données, tu as des milliers, des millions de colonnes et de lignes que toi, en tant qu'humain, tu n'es pas capable de voir justement le pattern, le deep learning, lui, va être capable. OK. Donc, il peut aller un peu plus loin, donc vraiment en termes de quantité, de complexité. C'est vraiment là qu'il va avoir une différence. Fait qu'on revient à la quantité. Oui, et aussi, ce genre de questions-là, c'est une bonne façon d'identifier si oui ou non on a un problème pour lequel l'intelligence artificielle peut aider. Ce qui est toujours, nous, c'est une question centrale, particulièrement pour Jonathan qui travaille sur définir les cas d'utilisation, etc. Parce que c'est important. L'intelligence artificielle, ça peut être vu comme un marteau, puis c'est important, quand on a un marteau, de ne pas voir tous les problèmes comme des clous. Et puis... donc, là, tout le monde entend parler d'intelligence artificielle, qu'il y a de la valeur à ce niveau-là et qu'on devrait en faire plus. Et puis, des fois, ça ne vaut pas la peine. Des fois, il y a une solution toute simple qui ferait le travail qu'on a de besoin et puis c'est un bazooka pour tuer une mouche, l'intelligence artificielle. Donc, nous, on cherche à activer l'adoption de l'intelligence artificielle, mais il y a toujours, on doit toujours avoir... garder en tête que quand ce n'est pas l'outil approprié, on doit aussi le communiquer. Et puis, le fait que Mila soit un organisme à but non lucratif nous permet de faire ça. Si on était là pour faire des ventes puis juste faire rentrer du profit, ça serait plus difficile de justifier à mon boss que mais tu sais, il y a peut-être du service qui ferait la job pour eux. Mais dans la position dans laquelle on est, on a ce luxe-là qu'on peut vraiment juste orienter vers ce qui semble être la bonne solution. Puis ça, c'est un bon point. Puis, tu sais, ultimement, vous êtes là, vous êtes une aide. Hein? Vous êtes une organisation, un centre de recherche qui cherche à aider les PME.
Puis, on l'a mentionné quand même au début, même s'il n'y a pas d'intelligence artificielle qui s'applique sur un besoin amené par l'entreprise de façon très précise là, parce qu'en effet, c'est peut-être un bazooka pour tuer une mouche, comme tu l'as bien dit, Stéphane. Peut-être que l'intelligence artificielle peut venir s'impliquer sur un projet peut-être un petit peu plus large, dans lequel, après, il doit quand même faire les premiers pas dans ce projet-là, puis vous êtes là pour l'accompagner dans ces premiers pas-là, ou du moins dans la démystification de qu'est-ce que c'est, comment que ça peut l'aider sur le long terme. Donc, c'est vraiment une belle mission que vous avez mis là, derrière cette adoption-là. Et puis, ce processus-là, cette discussion-là avec la compagnie, c'est encore un défi. Souvent, il y a un gap entre, disons, moi qui arrive, puis qui a une relativement bonne connaissance des technologies, de ce qui est possible de faire et moins possible, plus difficile de faire avec l'intelligence artificielle. Mais si j'arrive dans une entreprise, j'arrive dans un domaine que je ne connais pas, que je ne suis pas au courant de leurs problèmes d'affaires, etc. Et eux, ça, ils sont très au courant, mais ils n'ont pas vraiment une bonne idée de qu'est-ce qui est possible d'être fait avec l'intelligence artificielle et qu'est-ce qui est plus un plus grand défi. Alors, de combler ce gap-là entre les deux expertises, c'est comme toujours à refaire. Parce que nous, on arrive toujours dans une compagnie ou dans un domaine, ou en tout cas, à date, j'ai toujours arrivé dans une compagnie, un domaine que je ne connais pas vraiment. Alors, c'est quoi les problèmes que les gens des ressources humaines ont? Je ne sais pas. Il faut falloir qu'on en parle. Non, c'est sûr. C'est ça. Et tu sais, dans le but de fermer ce gap-là, il y a aussi toujours de regarder, est-ce que oui, il y a vraiment un projet d'exploration à faire ou s'il y a déjà une solution cannée qui peut être utilisée. On a eu un cas, justement, même Stéphane et moi, l'entreprise a présenté une problématique, un projet qui s'alignait vers un assistant à vie virtuelle. Et en regardant un peu, on se dit, il existe déjà des solutions commerciales, des Amazon Lex, des IBM Watson. Donc, des systèmes qui sont déjà disponibles, qui couvrent à peu près 95% de ton besoin. Donc, ce qu'on a conseillé à cette entreprise-là, c'est essaye avant avec ces systèmes-là. Lorsque tu vas rencontrer un os, justement, peut-être le 5% de fonctions que ces systèmes-là ne sont pas en mesure de faire, là, on va explorer un projet, mais tu peux déjà avancer avec des choses qui sont commercialement viables, accessibles, et en plus de ça, qui sont pas trop chères. On parlait de, dans le cas de Lexa, c'est quelques sous par 1000 messages. Ouais, c'est pas, pour analyser pour ton virtual assistant. Donc, c'est quand même assez abordable. C'est accessible et abordable. Non, il existe des solutions. Ça, c'est vrai. Puis c'est comme un peu dans tout. Des fois, on veut aussi développer une solution custom. On parle de logiciels. Nous, chez Lacoste, on est beaucoup dans les logiciels au niveau des opérations de revenus. Puis, en effet, des fois, il existe tellement de belles solutions sur le marché avec des milliards derrière financés dans le développement que développer sa propre solution custom, oui, ça peut être intéressant parce qu'elle va être paramétrée vraiment, vraiment en fonction de tous tes critères. Mais tous tes critères peuvent aussi être attribués dans une solution existante. Puis là, après, le dernier 5% de gap, qu'en effet, chaque entreprise est différente, ont un modèle d'affaires, ont des besoins ou un sens à l'innovation, des fois poussé, qui nous amène à dénicher quelques problèmes. Bien là, à ce niveau-là, on identifiera peut-être un module complémentaire, une intégration, un projet d'intelligence artificielle dans votre cas. C'est sûr que ça, c'est vraiment intéressant, mais ça vient, puis j'amène un peu dans mon autre axe de sujet qui est dans le même qu'on discute, mais l'adoption. Donc, ça amène justement à amener l'entreprise à prendre connaissance peut-être des technologies existantes, à prendre connaissance d'un meilleur chemin vers l'atteinte de son objectif. Puis ça passe par l'adoption de l'IA au sens large, mais c'est un peu la mission aussi que Mila a. Pour vous, qu'est-ce qu'on veut dire par adoption? Qu'est-ce qu'on veut dire par adoption? Puis à travers ça, il va y avoir des meilleures pratiques aussi là, à ne pas négliger. J'aimerais vous entendre sur ce mot-là au sens large, mais de l'IA en particulier. Oui, mais tu sais, l'adoption de l'IA, ce n'est pas d'installer un logiciel qui a de l'IA. Donc, c'est l'intelligence artificielle, comme Techno, une particularité. Donc, oui, ça s'alimente de données
pour justement s'entraîner, pour donner des prédictions. Mais on essaie le plus possible, une fois que c'est implanté, d'avoir des boucles de feedback, donc de pouvoir avoir une certaine pratique, un retour de données, vérifier si les modèles sont bien. Donc, c'est plus que de juste dire j'installe un logiciel et j'enseigne à mes gens comment l'utiliser. Ça implique des changements de gouvernance, ça implique des changements de pratique, ça implique peut-être des changements de compétences au niveau des employés. Donc, d'adopter l'IA, c'est comme quelqu'un qui dirait, ben moi, je veux adopter une bonne gestion de mes données. Mm-hmm. Ça vient changer les paradigmes dans l'entreprise, ça vient changer ces façons de faire. Et donc, quand on parle d'adoption, on essaie d'aller vraiment dans ce volet-là très large, de dire, c'est juste un système que tu installes, tu mets on et voilà, c'est fait. Il y a tout le reste des impacts sur tes processus, sur tes ressources, sur tes gouvernances, sur tes compétences, qui va changer. Il y a des choses qui vont devoir être transformées. Donc, 100%, c'est bien dit. Parmi les bonnes pratiques pour l'adoption, il y a aussi d'autres facteurs qui peut-être ne viennent pas à l'esprit automatiquement. Par exemple, les biais que ces systèmes-là peuvent insérer dans des processus décisionnels. Souvent, l'intelligence artificielle, on va l'utiliser pour faire des choses automatiquement, prendre des décisions automatiquement. Et puis, ces systèmes-là ne sont jamais parfaits. Alors, une partie de l'éducation qu'on essaie de faire, c'est de sensibiliser à ces problèmes-là potentiels, qui des fois peuvent être négligeables dans certains cas. Et dans d'autres cas, c'est absolument une idée terrible d'utiliser une intelligence artificielle parce que ça pourrait avoir des répercussions tellement importantes. Par exemple, si un système qui va prendre des décisions, si oui ou non on octroie un prêt bancaire, ou si oui ou non une personne devrait être acceptée dans un programme, ou si ou non de l'aide devrait être... donc, tous ces... Il y a un grand ensemble de problèmes comme ça où c'est pas une bonne idée d'avoir un système qui prend la décision automatiquement. Et puis, ça fait partie de notre devoir d'expliquer ça. Et puis, mais il y a des solutions. Par exemple, ça peut être plutôt qu'un système qui prend la décision pour toi, on pourrait faire des systèmes qui t'aident à prendre la décision plus rapidement, qui te fournissent l'information que tu as besoin plus rapidement sans que tu aies besoin de la chercher, ou dans d'autres cas, ça peut être acceptable, un système qui te donne la décision qu'il prendrait avec un taux de confiance dans son opinion. On est plus axé sur la recommandation. Des fois que la prise de décision envoyée automatiquement, des fois, là, à ce niveau-là. Mais c'est des considérations qui des fois, on n'a pas si on n'a jamais travaillé avec l'intelligence artificielle. Ça demande une certaine expertise aussi d'avoir les bons réflexes. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'utilisation éthique, mais on a une équipe interne qui sont des spécialistes de l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle et sur lesquels je peux compter quand que j'ai un doute, quand que je vois comme un risque potentiel. Oui. Tu sais, dans un contexte où une entreprise voudrait adopter de l'IA et qu'il y a l'identification d'un biais potentiel qui pourrait faire en sorte que ce soit dangereux pour un employé, pour des clients, ou peu importe, ben c'est pas juste l'adoption de dire ben j'ai mis le système on, c'est fait. C'est également de voir qu'est-ce que je peux mettre autour de l'utilisation du système, sur comment reconnaître les biais, sur quel processus que je dois mettre en place pour assurer de garder un humain dans la loupe des décisions. Comment est-ce que je modifie ma gouvernance, ma réévaluation du système. Et lorsque ces éléments-là sont en place, bien là, et que c'est fait de façon régulière, systématique, bien là, on peut vraiment parler que l'organisation a adopté l'IA. Elle comprend les limitations du système, elle comprend les enjeux que celui-ci peut amener lorsque des enjeux peuvent être là, et elle met en place différents processus, gouvernance des différentes personnes pour justement gérer ces risques-là. C'est bien, c'est bien dit. Puis, je réfléchis en même temps parce que là, je vois votre implication, puis c'est vraiment intéressant parce que là, on est comme dans l'adoption, là, pure laine, puis d'amener l'entreprise à mieux comprendre, puis d'amener un projet à terme ou de l'orienter vers. Là, je fais des pas de recul. Puis là, on parle à l'entreprise qui est un peu plus réfractaire, là, qui a
pas envie nécessairement d'adopter l'IA parce que, puis je donne des exemples parce qu'il devrait en avoir comme quand même plusieurs, d'un, complexité, manque de connaissances, ou tout simplement, il y a des erreurs, c'est sûr, c'est pas encore 100% l'IA. Bien, évidemment, c'est un centre de recherche, j'imagine, on est constamment en recherche de meilleures pratiques, mais il existe des algorithmes, il existe quand même des études, il existe des cas pratiques, puis on pourra en parler. Mais encore une fois, je reviens à ma question, ou du moins à ma réflexion. L'entreprise qui n'a pas envie de faire le saut par, justement, des fois, manque de connaissances ou par fébrilité, tout simplement. Là, j'ai peur de l'IA ou on ne peut pas avoir confiance à l'IA. Comment répondriez-vous à ça, à ce côté-là? Premièrement, l'intelligence artificielle, comme n'importe quelle techno, n'est pas intrinsèquement méchant ou quoi que ce soit. Ça n'a pas de statut moral, ça n'a pas une idée préconçue. C'est un outil. Et je pourrais très bien clouer un clou avec une paire de vis, avec une paire de pinces, mais ça ira mieux avec un marteau. Donc, c'est un outil en tant que tel. Et un outil, ça ne s'implante pas, ça ne s'utilise pas tout seul. Donc, c'est à si l'entreprise se pose des questions. Un réfractaire municipalisateur, mais l'IA a des biais, des ça, des ça, oui. Mais c'est le rôle de l'entreprise de regarder comment est-ce que je peux mieux utiliser l'outil, comment est-ce que je peux assurer de gérer les risques des biais. Et oui, ça a de l'air complexe. Essayez, je ne m'attends pas à ce qu'une PME manufacturière de 25 personnes, qui est la Shop à Robert, développe son propre algorithme d'intelligence artificielle. Ouais. Mais d'un autre côté, elle peut très bien mettre en place une solution commerciale qui, elle, l'exploite. Ça peut être une solution qui va analyser, voir si c'est une shop qui fait de la soudure, vérifier si son cordon de soudure passe un niveau de qualité. Mais là, dans un contexte comme ça, la complexité de développement ne repose pas sur le manufacturier, c'est le end-user. Ça va reposer sur son fournisseur de solutions. Dans un cas comme ça pourrait être très bien la solution Axio de Vuban. Oui. Vuban qui fitterait super bien. Donc, le risque au niveau des connaissances, de la complexité, va être du côté de Vuban là-dessus. Ce que cette PME-là va devoir gérer, c'est s'assurer, est-ce que le système me donne les bonnes réponses? Donc, de toujours garder un humain dans la loupe. Ce qui veut dire, ça peut être que le système fait une recommandation et dit, écoute, je suis sûr à 97% que cette soudure-là est bien faite. On se dit, c'est bon. Mais quand il dit, je suis sûr à 60% que tu as un de tes soudeurs qui regarde et qui valide. Et par après, ça va simplement faire en sorte que le système va s'améliorer dans le temps. Donc, il va mettre en place le processus, la gouvernance qui va aider à gérer un peu ces billets-là, sans pour autant, lui, de son côté, dire, écoute, je dois tout gérer de A à Z, je dois surveiller ça comme un enfant. Donc, il y a moyen d'arriver à se dire, j'ai pris quelque chose de précis, j'ai mis l'IA là-dessus, j'ai fait faire le développement par un partenaire qui s'occupe du support, qui s'occupe de l'installer, moi, de mon côté, j'ai juste besoin de m'assurer, de comprendre ce que ça mange en hiver, et de lui donner la bonne information et de valider lorsque je sais qu'il y a des cas qui ne sont pas trop certains, que j'ai mis la bonne personne pour vérifier ou que j'ai mis le bon processus. Donc oui, ça prend de l'effort. Non, c'est sûr. Ça va prendre de l'effort. Pas à négliger dans la démarche. Là. Mais entre ça ou devoir embaucher quelqu'un, temps plein qui va devoir checker chacune des soudures, il y a peut-être de quoi qui va être mieux au niveau du système là-dessus. J'ajouterais que donc quand la raison de l'hésitation, c'est comme un souci de performance, il y a souvent moyen de quantifier la performance. Alors, par exemple, en posant la question, OK, mais qu'est-ce qui serait un niveau de précision acceptable? Et puis, pour donner du contexte, en ce moment, peut-être que c'est des gens qui font la tâche. Disons qu'on prend un exemple. Il y a une chaîne de montage qui fabrique des câbles de micro. Tu sais, ça passe. Ou quelque chose d'un peu plus, qui fabrique des pneus. Là, ça arrive au bout de la chaîne de montage, et puis il y a une personne qui regarde les pneus, et puis il dit oui, c'est beau, et non, c'est pas bon. Alors, dans un contexte comme ça, il y a moyen de trouver, OK, en ce moment, quand les humains font la job, ils trouvent les pneus défectueux dans 70% des cas, plus ou moins une marge d'erreur. Nous, on a fait là, je dis des chiffres, c'est n'importe quoi, c'est juste pour un exemple. On a fait une revue littérature, on a trouvé qu'il y a des technologies qui permettent de repérer les pneus défectueux à 85% de précision.
Alors là, on met des chiffres, puis on peut même aller mettre un montant en valeur ajoutée. Bon, OK, alors là, on sauverait 15% de pneus défectueux qui sont retournés, qu'il faut rembourser, nanana. Fait qu'on peut vraiment faire un use case avec des chiffres, ce qui, en général, les gestionnaires vont apprécier. En analyse préliminaire. En analyse donc, préliminaire, avant d'avoir... C'est ça. Et puis, bon, c'est toujours il y a un peu de spéculation. Bon, c'est basé sur l'information qu'on a pu rassembler. Exact. Il semble qu'il y a un système qui serait possible de développer, qui aurait cette performance-là. Et donc, le développer, ça coûterait tant. Donc, pour ce genre de risque-là, il y a souvent moyen de mettre des chiffres. Ouais, c'est bien dit quand même, parce qu'au final, je reviens au fait qu'il y a des entreprises qui peuvent être réfractaires. Il y en a qui c'est, encore une fois, juste des fois par le manque de connaissances. Puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce qu'on en jase, puis on est là pour les outiller de façon, même complètement gratuite. Là, c'est ça l'objectif, c'est d'offrir du contenu. Mais après, Mila est là également pour les aider à adopter, je dirais, le numérique au sens large, dans lequel, après, vous avez une spécialisation dans l'IA, mais vous êtes là pour faire les premiers pas vers l'adoption de, justement, certaines composantes de l'intelligence artificielle à travers les besoins qui... Donc, ne serait-ce, peu importe la question qu'ils peuvent avoir, puis là, c'est un message lancé aux entreprises qui nous écoutent, mais peu importe l'idée d'innovation qu'ils peuvent avoir, oui, tu as des entreprises privées partout, localement, mais tu as aussi des centres, tu as des centres d'expertise, mais tu as des centres de recherche tels que Mila qui vous écoutent, qui est capable de dire « OK, wow, c'est vraiment cool ce que vous avez envie de faire. » En effet, ce n'est pas nécessairement de nature d'intelligence artificielle. Par contre, voici peut-être du mariage avec d'autres entreprises, etc. Ou peut-être qu'au meilleur des cas, c'est « oui, ça peut faire sujet d'adoption d'intelligence artificielle dans votre organisation. Voici comment on pourrait vous aider. » Oui, et dans un contexte aussi où le propriétaire ou le gestionnaire de PME est un peu réfractaire parce qu'il y a de la difficulté à comprendre. Parce que, on entend intelligence artificielle, tout le monde pense ou bien à R2D2 ou bien au Terminator. Donc, le fameux Terminator qui fait peur un peu. On pense aux deux, et afin de démystifier ça au travers de notre programme, nous, on a commencé à monter des ateliers basés sur des projets passés. Donc, lorsqu'on fait un projet, une démo, on monte un atelier afin de démystifier. Puis afin de dire, bien sûr, sur cette problématique d'affaires qu'on a eue, voici comment nous, on a approché le projet, voici les technologies qu'on a essayées, voici la performance qu'on a eue, voici ce que l'entreprise doit faire maintenant pour aller plus loin. Donc, on vient démystifier vraiment les problématiques précises en rentrant un peu dans le détail, mais sans qu'on ait besoin d'un PhD en data science pour comprendre ce qui se dit. Et sans pour autant non plus tomber dans le AI 101, où ce qu'on reste tellement vague qu'on ressort de là et qu'on se dit, j'ai pas compris grand-chose au final. Donc, lorsque des PME, justement, ils sont réfractaires à cause de ce manque de savoir-là, on les invite justement à venir assister à des ateliers pour justement mieux comprendre, pour identifier des projets. On les invite également à discuter avec des centres d'expertise locaux. Qui ont peut-être ils ont vu d'autres cas de figure d'entreprises qui peuvent des fois amener des idées aussi de réflexion, parce que ça part, il faut partir d'un problème ou d'un objectif. Je veux dire, on les invite même à discuter avec leurs compétiteurs ou leurs partenaires qui ont fait un projet d'IA. J'ai rarement vu une PME qui a fait un projet en IA ou un gros projet en 4.0 qui n'était pas fier de son projet et qui n'était pas prêt à ouvrir un petit peu ses portes pour montrer ça aux autres organisations de son industrie. C'est très rare que ça arrive. Donc, c'est sûr qu'on est fiers, donc il faut en parler. Exactement. Puis, parlons-en. On parle de projet, on parle d'exemples au niveau de l'adoption, c'est intéressant. Parlons, là, j'ai comme plusieurs questions, mais on va rentrer dedans. Parlons d'un business case que peut-être que justement, à Mila, vous avez développé, vous avez aidé à développer, puis en même temps, on va parler un peu de ce cheminement-là, de cette PME-là qui a fait, de quelle façon elle est venue vous voir, de quelle façon elle a adopté l'IA, puis quel est l'exemple un peu de ce business case-là, si vous voulez bien. Oui, mais on va donner l'exemple d'un projet qui est rendu public maintenant, qui est le projet d'AlloProf.
Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Alloprof est une plateforme web dans laquelle des étudiants peuvent poser des questions à des tuteurs ou des professeurs et aller chercher des fiches d'études. Peut aller chercher de l'aide aux devoirs par rapport à ça. Donc, c'est utilisé par des milliers d'étudiants au Québec qui ont de la difficulté avec leurs devoirs, avec leurs études. Donc, Alloprof a approché Mila avec un projet de Deep Learning pour justement faciliter le référencement de fiches d'études à des étudiants. Stéphane a travaillé directement sur le projet. Et donc, l'objectif était de trouver comment est-ce qu'un étudiant pourrait poser une question à la plateforme et avoir une réponse dans un temps record sans avoir à attendre pendant 1 heure ou 2 qu'un professeur vienne répondre à sa question par après. Donc, ça a été la prémisse, la problématique. Je vais laisser Stéphane expliquer un peu la démarche du projet. Qu'est-ce qu'on a évalué, quelle technologie qu'on a explorée, puis comment la relation avec Alloprof s'est bâtie. Oui, donc, juste un exemple du problème qu'on devait... avec lequel on devait aider, c'était, disons, qu'un étudiant a une question en mathématiques, comment je calcule l'hypoténuse d'un triangle. Et puis donc, la question est tapée en texte, et puis le système qu'on devait construire devait chercher parmi les fiches éducatives sur Alloprof. Pensez un peu Wikipédia, il y a une page sur la trigonomie, il y a une page sur les triangles, et puis donc trouver parmi les milliers de pages la page qui répond à la question. Comment le projet est parti? En fait, c'est une histoire qui est différente du processus normal. C'était vraiment quelqu'un qui connaissait quelqu'un chez Mila. Et puis, je pense que quand ça a commencé, le programme d'activation n'était même pas officiel. Et puis, donc, c'est encore nouveau. Là. Ça a débuté cet été. OK, c'est ça. Nouveau comme Alors, Alloprof, ils ont été vraiment comme un sujet de test. C'est comme, OK, on va essayer avec Alloprof. Un peu bêta dans l'approche, mais... Et puis, donc, c'est ça. On s'est fait expliquer le problème. On a regardé les données et puis moi et le reste de l'équipe de scientifiques, et puis on est arrivé à la conclusion que oui, dans les données, il y avait déjà l'information nécessaire pour qu'un système puisse apprendre. Et puis, juste une anecdote, donc, quand l'information qu'on a trouvée qui nous a donné l'idée que oui, ça serait possible, c'est que quand manuellement, ce qui se passe, c'est que les étudiants, ils rentrent la question, et puis là, à un moment donné, il y a un employé d'Alloprof qui tape la réponse et qui souvent réfère à la fiche d'explication. Alors, on a trouvé assez d'exemples dans les données qu'ils ont transmises où la réponse contenait un lien vers la fiche, qu'on s'est dit, OK, il y en a assez. D'après moi, si on montre la question à un ordinateur, la question et la bonne fiche, la question et la bonne fiche, la question et la bonne fiche, il y a assez d'exemples pour qu'ils puissent automatiquement trouver la bonne fiche. Alors, c'est comme ça qu'on a donné le go au projet. Et puis, il y avait déjà un système qui faisait ça. Il y avait déjà un système en place qui conseillait des fiches, mais le consensus était que ça ne fonctionnait pas très bien. Mais on ne savait pas qu'est-ce que ça voulait dire fonctionner bien. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a implémenté une évaluation automatique du système. Donc, il y a des métriques qui existent, qui sont déjà définies, qui sont souvent utilisées pour des problèmes similaires. Donc, disons, est-ce qu'on peut formuler ça comme, OK, est-ce que cette fiche-ci répond à la question, oui ou non? Et puis, donc, on a mis en place un système d'évaluation automatique. On est arrivé à la conclusion, OK, le système qui est déjà en place performe, obtient tel score. Je ne me rappelle plus exactement mais on a réussi à évaluer ça. OK, est-ce qu'on est capable de faire mieux? Alors là, on est parti, puis on a testé différents modèles, et puis on a réussi à faire mieux. Alors, on était assez fiers de ce premier projet-là, qui était comme, voyons voir comment ça se passe. On a réussi en 4 mois à développer c'est pas vraiment un moteur de recherche, mais à développer une intelligence artificielle qui suggérait la bonne fiche à un taux beaucoup plus élevé que ce qu'il y avait déjà en place. Et puis là, ils sont dans le processus de le mettre en production. Donc, on a remis le projet, et puis là, il y a eu une phase où ils testaient un peu de leur côté, puis là, ils sont en train de mettre ça en production en ce moment. Et quelque chose d'intéressant aussi, c'est que le modèle prend en considération le niveau scolaire de l'étudiant. Et
prend en considération les fautes. Donc, disons qu'un étudiant dit, quel est le nombre d'avocados à la place du nombre d'avogadro? Le système est en mesure de reconnaître et d'aller chercher la bonne fiche sur le nombre d'avogadro. Donc, il a vraiment appris en prenant en considération les fautes, les slangs que les étudiants posaient aux employés. Les questions, parce que dans ça, les c'est questions difficile quand même. Là, et de pouvoir justement avoir un système qui n'a pas un biais contre des phrases qui sont mal écrites. C'est justement un des points de fierté qu'on avait avec ce projet-là. Donc, un étudiant en difficulté qui, même en français, aurait de la difficulté à écrire en français, pourrait tout de même être en mesure d'aller chercher ses fiches d'études pour l'aider. Honnêtement, chapeau, c'est vraiment un beau cas de figure. Puis pour que je comprenne bien quand même, c'est que, Alloprof on va garder ça simple, est venu vous voir avec cette problématique-là. Vous avez, dans un premier temps, évalué un petit peu l'objectif puis la problématique avec eux. Vous avez comme instauré justement comme un premier jet pour être capable de mesurer, comment fonctionne la plateforme. Pour après, vous avez comme lancé, si on veut, un premier bêta, un premier bêta d'intelligence artificielle dans l'entreprise, chez Alloprof, pour être capable de répondre à cette problématique-là. Là, ils partent avec ça, ils ont fait des tests, puis là, ultimement, pour le mettre en production, si je comprends bien, il faut en faire avec une entreprise. Il faut en faire avec une entreprise privée qui l'intègre de A à Z dans l'organisme. Alloprof ne développe pas de logiciel. Non, exact. C'est sous-traité. C'est sous-traité par la suite. Mais ça vient quand même, le premier jet bêta vient de vous. Fait on parle d'adoption aujourd'hui beaucoup. Fait vous avez permis à Alloprof d'adopter vraiment l'IA puis d'adopter cette première. Déjà qu'il y avait peut-être quelque chose à l'interne, mais quand même un deuxième pas, si on veut, plus majeur dans l'intelligence artificielle, un peu grâce à votre application. Oui, ça arrive des fois que des organisations nous contactent et ils ont tapogé un petit peu dans le machine learning, dans l'AI. Ils ont peut-être pris un premier mi-tax, tax avec un niveau étudiant pour développer un système, mais ils ont rencontré des challenges parce que, des fois, ils essaient d'appliquer du machine learning à des endroits où le deep learning fit très mieux. Des fois, c'est le contraire. Souvent, c'est au niveau des données, mais au final, des enjeux qu'ils ont. Mais nous, ça nous donne des munitions pour comprendre, OK, vous avez essayé, donc vous comprenez déjà là la démarche d'adoption, de développement. Vous avez rencontré un bloquant, on va venir le retirer. On va venir l'enlever pour faciliter votre adoption. Et Alloprof, c'est un bon exemple. Justement, ils ont essayé. Ils ont commencé. Ils ont rencontré un bloquant, on l'a enlevé. Là, ils poursuivent l'intégration avec leur sous-traitant. Donc, c'est le end-user. Ce n'est pas eux autres qui vont embaucher les programmeurs, les data scientists. Ils ont pris ce qu'on a développé, l'ont donné à leurs sous-traitants pour qu'eux l'implantent, le testent avec eux. Et ce qui était quand même assez intéressant dans cette démarche-là, c'est qu'il y avait des rencontres relativement régulières avec l'équipe d'Alloprof. Donc, on n'est pas dans un contexte où on a pris un mandat, puis on s'est dit on se revoit dans 24 mois. Donc, il y a eu des rencontres régulières. Je ne sais pas si c'était aux semaines ou aux 2 semaines. Les rencontres avec l'équipe. On essaie de le faire le plus régulièrement possible. Avec Alloprof, c'était aux 2 semaines, peut-être même au mois. Avec le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est à toutes les semaines. C'est pas nécessairement des longues rencontres. C'est on se rencontre, on explique qu'est-ce qui a été fait, sur quoi on travaille, s'il y a des enjeux, si on a des questions. Et puis, ça l'aide beaucoup à s'assurer qu'on vise le bon objectif. Parce qu'on garde le momentum et qu'on vise toujours le même objectif, parce que on peut facilement partir un peu en cacahuète des fois. On peut facilement diverger du vrai objectif. Oui, en effet. Ça arrive constamment quand il n'y a pas ces rencontres-là régulières. Ça permet aussi d'avoir un accès régulier à des subject matter experts, donc des experts à pair dans leur domaine. Ni moi, ni Stéphane, on est des experts en éducation. Mais au moins de savoir quoi considérer lorsqu'on doit automatiser un système. C'est l'expert en éducation qui va pouvoir nous le dire. Donc, d'avoir des rencontres régulières assure que
on est reçu dans la bonne direction? Est-ce qu'il y a quelque chose que l'expert va pouvoir nous donner de son domaine, qu'on peut s'améliorer encore plus le système? Même est-ce qu'il y a des éléments qu'on va pouvoir retirer par après? Donc, ça permet vraiment d'assurer une collaboration constante là-dessus. Ben oui. Non, c'est essentiel. C'est essentiel pour garder le momentum dans le projet puis d'arriver à un résultat très, très, très clé. On parle d'aide disponible beaucoup. Oui. Je pense que Mila, vous avez un programme là, que vous avez dévoilé ou que vous allez dévoiler. Bref, je vous laisse m'en parler un petit peu plus, Jonathan, entre autres. N'hésite pas, Stéphane, mais parce que là, on a parlé d'un beau cas de figure avec Alloprof. J'imagine que vous avez plein d'autres projets dans le cours de Mila présentement, du Mila présentement. De Mila. On y arrive. Ça fait juste à peu près 1 heure qu'on la casse, mais on va y arriver. Mais oui, donc, quels sont les programmes offerts un peu derrière? Bon, on parle de subventions, d'aide gouvernementale, puis de qu'est-ce que Mila propulse un peu comme. Je vais commencer en premier avec les aides techniques. Donc, Mila est un centre de recherche en apprentissage profond. Il existe des centres de recherche dans d'autres types d'apprentissage. Donc, dans un contexte où on aurait un projet en recherche opérationnelle, qui est une autre branche de l'IA, une organisation peut travailler avec IVADO, avec l'Institut de valorisation de données, pour trouver un professeur pour travailler dans ce domaine-là. Peut également, dans un contexte de projet de machine learning, peuvent travailler avec le CRIM, donc le Centre de recherche informatique de Montréal, ou avec des CCTT, comme le CCTT Jacob, du Cégep de Bois-de-Boulogne, qui traite justement notamment l'intelligence artificielle. Donc, il existe plusieurs aides techniques. Donc, c'est sûr que si une entreprise ne sait pas quoi utiliser comme technique, ce qu'on leur recommande, c'est contacter en premier un de ces centres-là, un CRIM, un IVADO ou Mila, pour justement identifier sur le besoin c'est quelle technique et par après être réorienté vers les bons organismes. Ces centres-là vont souvent aider de la même façon, c'est-à-dire en faisant des preuves de concept, en faisant des démos. Donc, en regardant, on a une problématique. Donc, quelle technologie de deep learning, de recherche opérationnelle, de machine learning, de système à base d'agents va pouvoir être utilisée pour régler cette problématique-là. Donc, première preuve de concept, ça se fait avec eux. Par après, pour l'implantation, ce ne sera pas un centre de recherche qui va pouvoir aider à ce niveau-là. Ça va être une entreprise privée. Ça va être un VUBAN, un MOVEI, un IVADO Lab, ça va un Vidance, qui vont pouvoir justement faire le développement, faire l'implantation du système dans un contexte où l'entreprise veut faire développer son système par un autre. Et il existe des subventions au niveau de des frais de ces entreprises-là. Donc, certains de ces frais-là peuvent passer au niveau du programme SR, SR d'Investissement Québec. Ils peuvent aider également pour faire des audits 4.0, des audits numériques. Certains des programmes, si la PME dans le secteur de l'aérospatial, ils peuvent appliquer au programme MACFAB 4.0 d'Aéro à Montréal. Donc, ils vont financer un certain pourcentage. La BDC va pouvoir faire des prêts. Le Fonds de solidarité FTQ va pouvoir faire des prêts également pour financer certains projets. S'il y a un volet R&D qui vient parce qu'on développe une nouvelle solution, mais il existe des crédits d'impôt RSDE aussi qui peuvent être applicables. Donc, il existe plusieurs volets financiers qui peuvent être mis ensemble. Et les meilleurs organismes pour aider à ce niveau-là, c'est vos développeurs économiques locaux. Okay. Donc, c'est justement, si vous êtes à Montréal, contactez votre représentant PME à Montréal. Ça va lui faire plaisir de vous aider à trouver le financement. Nous, à Mila, on va pouvoir vous mettre en contact avec justement les bons développeurs économiques de votre région. Si vous êtes dans une autre région administrative que Montréal, vous allez avoir des développeurs économiques locaux. Des fois, vous allez avoir des ERAC. RAC, comme disons dans la région des Laurentides, c'est Connexion Laurentides. Connexion Laurentides qui sont là. Donc, c'est leur travail qui va pouvoir justement vous aider à ce niveau-là. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à du financement pour l'implantation par après. Si vous avez de la formation à faire, vous allez pouvoir prendre du financement de Service Québec par après. Après, donc, plusieurs formes de financement, plusieurs aides. Si, au travers d'un projet, disons avec Mila, on identifie dans l'intérieur d'un roadmap d'adoption des projets en amont à faire avant
d'installer l'IA. Ça peut être sur des projets d'acquisition de données, ça peut être sur des projets de ligne, des changements de processus. Mais là, vous allez avoir des aides. Si vous êtes dans le manufacturier, vous allez pouvoir l'aide du Centre d'expertise industrielle de Montréal ou du DIBEGIFAB. Si vous êtes dans la région de Sherbrooke, un manufacturier, un Productique Québec va pouvoir vous aider. Donc, il existe vraiment des aides un peu partout. Chacun va avoir sa spécialité. Au final, vous allez vraiment avoir un continuum pour voir ça et on collabore tous ensemble. On trouve différentes façons de collaborer, peu importe par quelle porte que vous rentrez. On va pouvoir justement se référer par rapport à ça. C'est intéressant. Ouais, il existe quand même plusieurs programmes. Je pense qu'en résumé, c'est sûr que votre conseiller au niveau du développement économique local dans votre région, je pense, peut vous aider à identifier quand même les bonnes sources de financement ou même de subventions pour différents projets de mise en œuvre. Puis par rapport à... parce que tu m'avais déjà lancé la balle, mais on parle d'adoption aujourd'hui. Fait qu'on vient vers Mila pour adopter l'IA. Vous avez un programme en place qui permet de justement prendre cette entreprise-là sur un projet. Par exemple, on parle de 4 mois, je crois, à peu près 4-5 mois, avoir accès à un data scientist, avoir accès à votre équipe, en fait, pour du moins mettre en place un premier projet, mettre le pied dans l'IA. Oui, c'est ça. En fait, c'est le programme Activation IA de Mila qui a été lancé cet été. En gros, le programme, c'est des projets d'exploration et de démo d'une durée de 2 à 4 mois. Donc, pendant 2 à 4 mois, on met 2 data scientists, 4 jours semaine sur le projet. Et c'est un flat fee. Donc, c'est un prix forfaitaire à 5 000 $. Donc, ça vous coûte 5 000 $. Vous avez à peu près 2 data scientists avec vous, pratiquement temps plein, pour adopter l'IA dans 4 mois. C'est ça. C'est quand même intéressant. Oui, mais ça implique que le projet qui est fait n'est pas privé. Il est public. Donc, on vient un peu aux discussions de Stéphane avec les données publiques. Exactement. Donc, à l'intérieur du projet, on va venir explorer des solutions. On va amener le projet le plus loin qu'on peut aller, ce qui est pour nous une preuve de concept. On ne l'amène pas en déploiement, on ne l'amène pas en support et on se concentre uniquement sur le volet IA. Mais ça fait en sorte qu'à l'intérieur de ça, par après, l'entreprise, ça peut être une PME, mais c'est aussi accessible à des plus grandes entreprises. Va avoir ses algorithmes, donc son code, va avoir un rapport qui va expliquer pourquoi les algorithmes sont bons, donc un rapport scientifique qui va être mis sur le site Internet. Et les données utilisées à l'intérieur du projet vont être mises publiques. Donc, souvent, ce qu'on va essayer de faire, ce qu'on va dire, on va démarrer le projet avec un dataset qui est déjà public, mais qui est suffisamment similaire à leur problématique. De cette façon-là, on n'a pas besoin de faire trop de pré-traitement, peut-être quelques jours de travail plutôt que quelques mois. On va pouvoir mettre ça en ligne. Ça va faire partie du rapport scientifique par après. Ça dérange moins. Ça dérange moins. Des fois, quand on parle de données publiques. Là. Mais ce qu'on va faire, chaque entreprise étant différente, des fois, on va avoir un 4 semaines à la fin du projet, parce qu'on va venir valider ce qu'on a développé avec les données publiques sur les données de l'entreprise, pouvoir faire des recommandations par rapport à ça. Un peu plus spécifique. Mais on pourrait avoir des cas où l'entreprise a un projet qui est quand même assez précis et que celle-ci est prête à ce que son jeu de données soit anonymisé, soit mis public. On a rencontré quelques entreprises dans le domaine de la santé, dans le domaine manufacturier qui dit « Moi, mes données, j'ai le hockey de mon boss, mets ça public. Il ne faut juste pas savoir c'est quel produit que je fabriquais à ce moment-là. » Donc, des données, d'équipements industriels, ils sont prêts à le faire. On va pouvoir réutiliser ça après ça dans d'autres projets. Et notre objectif, c'est qu'on soit en mesure justement de dire, on a fait un premier projet avec une PME. Maintenant, on va pouvoir intéresser d'autres PME à faire des projets similaires. Donc, de pouvoir ou bien réutiliser en l'espace d'1 mois ou 2 le projet pour faire d'autres projets similaires avec certains changements, ou encore de pouvoir monter des ateliers, expliquer, faire de la formation et donc de pouvoir démystifier comment est-ce qu'on a fait certains projets. Vraiment intéressant. Et finalement, un des points qu'on essaie de lancer, c'est on essaie de trouver des regroupements catalyseurs. Donc, d'arriver à se dire, j'ai un projet, j'ai une problématique qui touche plus d'une entreprise dans un secteur. Donc, plutôt que de dire je vais faire un projet par entreprise, c'est que je vais faire un projet avec une entreprise, mais visible pour l'ensemble des autres entreprises, pour justement arriver à démystifier et à démontrer comment est-ce qu'on règle. Donc, au travers d'un projet, peut-être aider 3-4
4, 12 entreprises en même temps, ils ont tous accès aux données par après. Donc, on pourrait très bien avoir un projet, disons, dans le secteur manufacturier. On se dit, bien, on est dans le secteur aérospatial et on a une problématique de prédiction des ventes venant des grands donneurs d'ordre. Donc, on pourrait très bien arriver à dire, bien, j'ai 4, 5, 6 entreprises PME manufacturières de l'aérospatial de Montréal. Une d'elles est notre bêta-testeur, donc embarque dans le programme Activation, une visibilité. Le programme passe avec un MacFab 4.0, mais au final, on vient d'aider 6 PME sur un projet de GED de prédiction des ventes. Ça peut être sur un projet de qualité, ça peut être sur un projet de TRG, de prédiction d'anomalies, d'arrêt machine et tout ça. Donc, tu sais, il y a moyen, justement, on essaye le plus possible de pouvoir ramener ça et des fois même d'arriver à dire, bien, vous êtes des secteurs différents, mais vous avez le même problème. Exact. Fait que comme au final, on peut c'est correct. Donc, ça peut être un manufacturier avec un agriculteur, avec un professeur. Si on trouve un projet qui vient ensemble, c'est le même problème, ça utilise les mêmes styles de données, mais on va pouvoir faire un projet avec l'ensemble des les ressources mutualisées, ça peut toujours aider dans le développement de ces projets-là. Oui. Donc, juste un mot de plus au sujet des fameuses données. Donc, dans les projets d'activation IA, il doit y avoir un ensemble de données publiques. Mais c'est la seule chose qui va être mise publique. Ensuite, en général, on va aussi travailler avec les données de l'entreprise pour que eux, ça soit plus facilement utilisable. Ces données-là, il y a une entente légale, ça leur appartient, ça ne va jamais être public. Il y a des NDA qui sont signés. Donc, juste être sûr que c'est clair, que c'est pas toutes les données qui sont mises publiques. Et, non, c'est pas le projet complet que tout d'un coup, on met ça à la table un peu. Non, c'est ça. Il y a une partie publique. Oui, exact. C'est la raison pourquoi c'est abordable. Exact. Mais on travaille aussi, puis en fait, moi, quand je commence un projet et puis je commence à parler à la compagnie, j'essaie toujours de les encourager à nous transmettre leurs données le plus tôt possible, parce que le plus de temps qu'on a avec leurs données, le plus de temps on passe à travailler spécifiquement à leurs problèmes. Ouais, 100%. 100%. Ben ça, c'est bon. Ça, c'est un méchant beau programme que vous avez quand on parle d'adoption. Fait qu'on l'appelle l'activation. L'activation IA propulsée par Mila. Honnêtement, c'est un beau programme pour ceux qui nous écoutent. Vraiment à ne pas négliger parce que lorsque vous avez au moins une problématique, un besoin, discutez-en. Puis si vous êtes capable de cadrer dans ce programme-là, je pense que ça vaut la peine de mettre le premier pas dedans. Puis après, ben, regarde, si on veut l'amener à un prochain niveau, ben, il va y avoir des entreprises privées, il va y avoir des partenaires dans lesquels vous allez aussi aider à faire le mariage. Donc, c'est ça, c'est une belle, je trouve que c'est une belle solution pour adopter l'IA dans son entreprise. Donc, vraiment... Ça a été créé pour ceux qui ne savent pas par où commencer. Exact. Puis ça, c'est souvent ça, l'enjeu dans la transformation numérique au sens large. On ne sait pas toujours par où commencer. Ça vient des fois par le manque de connaissances. On sait la main-d'œuvre des fois à l'interne. Puis je sais qu'il y en a qui disent « Ah, ça m'intéresse bien gros, mais la misère à mobiliser mon monde. » Mais je me souviens, Hugues a fait une conférence récemment là, au salon MPA, entre autres. Là, donc, je le salue. Là. Mais il avait mentionné une phrase. Il a dit on n'a jamais vraiment le temps, puis on prend jamais le temps, puis ce sera jamais le bon timing, mais si on attend, mais la compétition, on le fait, puis à un moment donné, on frappe un mur. Fait que mettez les deux pieds dedans, puis vous allez voir, faites-vous bien entourer. Mila est là. À l'interne, ayez du monde qui sont mobilisés. Serrez-vous les coudes, parce que oui, on est débordé, oui, des fois, il manque de monde, mais si on ne fait jamais un pas vers l'avant, ben, on le fera jamais. Je veux dire, ça va être impossible. Non, c'est certain. Puis si je peux rajouter un petit point des caractéristiques du programme, puis je vais citer Yoshua Bengio là-dessus, le fondateur de Mila, le programme Activation était son idée. Donc, on vise des entreprises qui ne sont encore très mal desservies par l'IA. Donc, si vous êtes une entreprise, vous dites dans mon secteur, il n'y en a pas d'IA, ça ne s'applique pas à moi, vous êtes un bon candidat pour le programme à grande activation. Notre objectif, c'est vraiment de se dire, ben, l'IA n'est pas dans des secteurs particuliers, ça peut être, c'est l'IA pour tous. Donc, c'est justement, peu importe votre grosseur dans votre entreprise, peu importe votre niveau de maturité, peu importe si dans votre secteur l'IA est présent ou pas, venez nous voir. Le programme Activation est justement là pour ça. Donc,
Ben, je pense que c'est bien dit. Donc, moi, j'ai presque envie de conclure là-dessus, mais que vous ayez envie d'intégrer de l'IA ou que vous êtes réfractaire, dans tous les cas, en fait, il y a zéro problème. Vous contactez Jonathan par la bande. Ben, Stéphane, évidemment, tu restes disponible, qui est le volet plus technique, mais contactez Mila, contactez Jonathan et sa gang parce que je pense que vous avez vraiment des très belles ressources. Vous avez une belle équipe à l'interne. Vous avez également un très gros réseau de partenaires. Vous avez des belles études de cas. Puis vous avez cette mission-là de propulser l'IA dans les entreprises, de l'adopter dans un premier temps, de le comprendre, de comprendre la démarche. Donc, n'hésitez pas. Je pense que ça conclut bien notre podcast ensemble. Messieurs, un gros merci. Un gros merci pour votre participation. Merci à toi. Merci à toi. Yes. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.